On débute notre découverte des grands mystères de la planète au Pérou. Vous avez vu ce gros matou? Il a été découvert totalement par hasard en 2020. C'est ce qu'on appelle un géoglyphe, ce qui signifie ciselure de la Terre. Et dans cette région, à Nazca, au Pérou, il en existe des centaines. Ces géoglyphes représentent des figures géométriques ou animales dont certaines dépassent 100 mètres. Voici par exemple un colibri de 135 mètres d'envergure, un chien, une araignée et même un cachalot. Elles auraient été tracées par deux civilisations, les Paracas et les Nazca, il y a environ 2000 ans. Il en existerait près d'un millier. Et le plus étonnant, c'est que si quelques-unes sont visibles du sol, le chat par exemple, la plupart ne sont déchiffrables qu'en prenant de la hauteur avec un avion ou un drone. Cette particularité est à l'origine des hypothèses les plus dingues quant à leur signification. On a dit qu'il s'agissait de sites rituels, de calendriers astronomiques. Certains ont même cru voir des pistes d'atterrissage pour les extraterrestres. Vous y croyez, vous? Moi, non. L'hypothèse la plus sérieuse est que ces lignes seraient liées à un système d'irrigation souterrain qui aurait transformé ce bout de désert en un véritable oasis. Pour remercier les dieux, les artistes auraient alors produit ces dessins en guise d'offrande. En revanche, pas de mystère sur la technique utilisée pour tracer les figures. En effet, cette prouesse a été rendue possible grâce à un procédé très simple, le carroyage. Regardez, pas la peine de prendre de la hauteur. On dessine la figure sur un support quadrillé. Puis, on reproduit le quadrillage au sol en tirant des cordages. Les artistes traçaient ensuite les lignes à l'intérieur de chaque case en grattant la couche supérieure de cailloux qui recouvre le sol. Ils découvraient ainsi le gypse gris clair qui se cache sous la surface oxydée et donc un peu plus rouge. La silhouette des animaux se découpait alors par contraste de couleurs. Et si les lignes ont su résister au temps, ce n'est pas par magie, mais grâce à un microclimat, la région étant peu venteuse et extrêmement sèche, rien n'est venu éroder ou recouvrir les dessins. Parmi ces animaux représentés par les géoglyphes, nous l'avons vu, il y a ce fameux chat. Comment explique-t-on cette fascination pour les chats à travers les continents et les époques? Hélène Gatto, pour qui les animaux n'ont plus aucun mystère, nous raconte cette histoire. Petite précision tout de même, Jamy, le chat de Nazca n'a rien à voir avec le matou qui vit dans nos maisons. Il a été dessiné plus de 1500 ans avant l'arrivée du chat domestique en Amérique, importé par les colonisateurs européens au cours du XVe siècle. Alors ce chat des géoglyphes, qui est-il? Peut-être la représentation d'un chat sauvage, comme le chat des Andes ou le chat des Pampas. Regardez, ils sont quand même assez ressemblants. Mais dans d'autres civilisations, c'est bien au chat domestique qu'on vouait un véritable culte, tel un dieu. En Égypte, des millénaires avant notre ère, le chat était vénéré car c'était un redoutable prédateur. Il a permis aux premiers cultivateurs de protéger leurs récoltes contre les rats et les souris et donc de se nourrir. Il était interdit de l'injurier, de le contrarier et à sa mort, on le momifiait. Il y avait même des cimetières pour chats. Le chat fascinait aussi pour son incroyable fertilité, et c'est toujours le cas, Jamy. Tu sais qu'un couple de chats, au bout de 4 ans, peut engendrer une descendance de plus de 20 000 individus. Ça valait bien une déesse, hein, la déesse égyptienne Bastet, avec un corps de femme et une tête de chat, qui symbolisait la maternité, la protection du foyer et bien sûr la fertilité. Plus proche de nous, une légende nippone raconte qu'un chat sauva la vie de samouraï et donna naissance au fameux Maneki-Neko, cette petite figurine ressemblant à un chat bien dodu, hilar et levant la patte droite qui, dans les foyers, apporterait chance et prospérité. Tout ça me donne une idée, Jamy. Je m'appelle Hélène Gatto. Gatto en italien et en espagnol, ça veut dire chat. Alors, je vais changer l'orthographe de mon nom, je reviens, et moi aussi, je serai peut-être une déesse, n'est-ce pas, Jamy? Ça me semble une évidence, chère Hélène. Poursuivons notre découverte des grands mystères de la planète dans le Pacifique Sud. On dit de l'île de Pâques qu'elle est l'une des îles les plus isolées du monde. Cela n'empêche pas ce petit rocher de 23 km sur 12 d'être mondialement célèbre grâce à ses mystérieuses statues, les Moaïs.
Ce sont de véritables géants qui mesurent entre 4 et 10 mètres de hauteur. Elles sont l'œuvre des Matamua, les premiers habitants de l'île qui les auraient érigées à partir du XIIIe siècle, très probablement pour célébrer le culte de leurs ancêtres. Pourtant, depuis leur découverte en 1722, ces géants ont fait beaucoup parler. En effet, on ne comprenait pas comment ces hommes avaient fait pour transporter sur de longues distances ces blocs de pierre pesant jusqu'à 80 tonnes. Les scientifiques ont fini par percer une partie du mystère. Les tailleurs de pierre commençaient par sculpter la face avant des géants à même la roche. Puis, ils creusaient l'arrière jusqu'à ce que la statue se détache de la paroi. Ensuite, on les faisait glisser sur un tapis de cailloux pour les acheminer jusqu'à un trou creusé dans la terre, où ils étaient redressés. Enfin, les sculpteurs parachevaient leur œuvre en sculptant la partie arrière. Simple, me direz-vous. Oui, sauf qu'une fois sculptés, ces géants devaient être acheminés sur leur lieu définitif, situé parfois à plus de 15 km. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que les habitants de l'île faisaient rouler les moaïs sur des rondins de bois. Mais en 2011, des chercheurs américains ont proposé une autre hypothèse tout à fait étonnante. Les statues n'étaient pas acheminées couchées, mais debout. La technique nécessite la présence de cordages et de 3 groupes d'hommes. Un groupe à l'arrière pour empêcher le moaïs de piquer du nez, et 2 groupes à l'avant qui tirent à tour de rôle. La statue pivote sur un côté, puis sur l'autre, pour créer un mouvement de balancier, et la statue avance. L'expérience a prouvé que les statues pouvaient ainsi parcourir une distance de 100 mètres en 40 minutes à peine. Mais attention, il ne s'agit là que d'hypothèses. Rien ne prouve qu'elles ont été déplacées de cette manière. Les géants de l'île de Pâques sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. En revanche, dans quelques minutes, le triangle des Bermudes n'en aura plus pour vous de secrets. Grâce à Camille Gobert, journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, elle a une explication. Vous n'allez pas en revenir. Pas de l'explication, hein, du triangle des Bermudes. Si je te parle des Bermudes, Jamy, tu penses bien sûr plage de sable fin, eau cristalline et balade en bateau, n'est-ce pas? Mais tu n'y penses pas, malheureux! Et le triangle des Bermudes alors? C'est dans cette région qu'en 1945, une escadrille de 5 avions américains disparaît, corps et âme. Aucune trace d'eux ne sera jamais retrouvée. La presse s'empare évidemment de l'histoire et en 1950, le journal américain Miami Herald est le premier à décrire la zone triangulaire reliant les îles Bermudes, la pointe de la Floride et Porto Rico. Mais le terme de triangle des Bermudes n'est popularisé qu'en 1964 dans un article qui recense une dizaine de disparitions de bateaux et autant d'avions. Ça fait peur. Les théories se succèdent pour expliquer les avions et les bateaux disparus. On parle d'enlèvement par des extraterrestres pour nous étudier, d'influence de l'Atlantide, le légendaire continent perdu et immergé, ou encore de tourbillons qui aspirent vers d'autres dimensions. Un peu comme une espèce de bonde de baignoire, mais qui évacue tout, sauf l'eau. Heureusement, la science aussi a mis son grain de sel. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, ou NOAA, une sorte d'équivalent de la NASA pour les océans, recense plusieurs hypothèses. Par exemple, des perturbations géomagnétiques qui pourraient brouiller les instruments de navigation ou des poches de gaz méthane remontant du fond de l'océan et créant un trou sous les coques des bateaux. Un genre de paix océanique, si vous voulez. Mais rien ne vaut la bonne vieille météo conjuguée à l'erreur humaine. Ainsi, la majorité de ces disparitions pourraient s'expliquer par les nombreuses tempêtes tropicales et ouragans, ou encore les changements rapides et parfois violents du Gulf Stream, un courant océanique qui circule dans cette zone. Reste une question fondamentale pour tout scientifique qui se respecte. Est-on bien sûr qu'il y a plus de disparitions dans le triangle des Bermudes ? En fait, la NOAA explique que rien ne prouve que ces disparitions mystérieuses y sont plus fréquentes. Du coup, la prochaine fois, avant de se mettre la tête au carré sur une affaire de triangle, il faudra s'assurer de ne pas tourner en rond. Après, moi, je dis ça, c'est vraiment pour la forme. Merci Camille. Dans le fond, tu as raison, mais pour moi, c'est toi qui reste un mystère. Maintenant, regardez bien ces images.
Au premier abord, on pourrait se croire dans un lieu tout droit sorti d'une bande dessinée d'Astérix et Obélix. Près de 180 mégalithes disposés en cercle au cœur d'une prairie. Pourtant, nous ne sommes pas dans une BD, mais au beau milieu de la plaine de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Et ce site dont je vous parle, c'est Stonehenge, un lieu vieux de 4500 ans et qui cache bien des mystères. Tenez, ces lourdes pierres, la légende dit qu'elles auraient été dérobées en Irlande par Merlin l'Enchanteur pour les déposer sur leur emplacement actuel. Y aurait-il un fond de vérité? Peut-être bien. Non, je n'ai pas fumé la moquette. Des scientifiques ont découvert que le premier cercle de pierres de Stonehenge avait bien été prélevé très loin du site où les pierres se trouvent aujourd'hui. Pas en Irlande, comme le dit la légende, mais au Pays de Galles, à plus de 240 km de là. Comment les hommes du Néolithique ont-ils réussi un tel exploit? Nul ne le sait. En revanche, ce que l'on pense avoir découvert, c'est la raison d'être de ce site exceptionnel. Stonehenge aurait été une sorte de temple consacré à des divinités ou bien un observatoire astronomique, en particulier au moment des solstices. En effet, ces mégalithes ont été érigés selon un alignement précis qui semble tenir compte des mouvements du Soleil dans le ciel. Le jour du solstice d'été, le 21 juin, le Soleil se lève juste au-dessus d'un mégalithe nommé la pierre Talon. Ce jour-là, comme par miracle, il brille pile au centre du cercle. Le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, le Soleil couchant atterrit juste derrière une autre pierre, le grand Triliton, qui est l'élément le plus impressionnant du site. Et aujourd'hui encore, les célébrations du solstice d'été ou d'hiver sur le site de Stonehenge réunissent des milliers de gens qui viennent observer ce phénomène si merveilleux qu'il en est presque surnaturel.